Le 64 minutes s'intéresse aujourd'hui aux relations entre le Qatar et la France. Le Qatar qui investit dans le football avec le Paris Saint-Germain, qui a sa propre chaîne dédiée au ballon rond, qui rachète des immeubles, des hôtels à Paris et qui prend des participations dans quelques fleurons du CAC 40. Vanessa Ratigné, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, vous avez mené l'enquête sur une France sous influence avec Pierre Péan, ouvrage paru aux éditions Fayard. Alors vous revenez vraiment sur ces relations assez compliquées, parfois troubles entre le Qatar et la France. Un mot du premier chapitre que vous consacrez à une confidence de l'émir du Qatar qui dit qu'il a payé le divorce de Nicolas Sarkozy. Pourquoi avoir choisi cet épisode-là, cette rumeur, pour montrer qu'il y a vraiment un rapport très trouble entre les deux pays ? C'est justement, comme vous le dites, pour montrer aussi une proximité très particulière entre le Qatar et la France. Concernant cette anecdote, c'est en fait une confidence qui nous a été rapportée par l'un des anciens confidents de l'ancien émir, qui s'appelle Ahmad Al Thani, qui a transmis le pouvoir à son fils Tamim, donc en juin 2013. Donc c'est une confidence que nous a rapportée cet ancien confident, Anis Nakache, selon laquelle l'ancien émir Ahmad lui aurait dit qu'il aurait contribué au financement du divorce de Nicolas Sarkozy. Petit détail piquant, Anis Nakache était un ennemi de la France puisqu'il a organisé une tentative d'attentat contre le dernier Premier ministre du Shah d'Iran, donc au début des années 80. Il a été arrêté, condamné à perpétuité. Il a servi de monnaie d'échange pour obtenir la libération d'otages français au Liban. On a choisi justement d'évoquer cette confidence en utilisant bien sûr toutes les précautions qui s'attachent aussi à ces propos-là, pour mettre en valeur, si vous voulez, le lien très singulier qui existe entre Paris et Doha, un lien très singulier qui s'est aussi noué au lendemain de l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République en 2007. Oui, pour vous, l'âge d'or des relations entre le Qatar et la France, c'est vraiment avec Nicolas Sarkozy en tant que président. En fait, si vous voulez, c'est une relation qui est ancienne, c'est une relation qui remonte aux années 30, qui s'inscrit dans l'ère des grands empires, des colonies, à l'époque aussi où la France, sous l'égide de Gaulle, cherchait une indépendance énergétique, donc avait un passeport aussi auprès des pays arabes. Donc les premiers liens ont vraiment commencé à ce moment-là. Il faut savoir aussi que le Qatar était une colonie britannique, mais quand le pays est devenu indépendant, au début des années 70, s'est rapproché de la France pour justement obtenir une certaine émancipation, ce qui nous intéressait aussi beaucoup, puisque le Qatar est très rapidement devenu l'un de nos très bons clients concernant les ventes d'armes. Donc une relation ancienne, mais qui a mal tourné justement ces dernières années. Alors, comment expliquer, parce qu'il y a un vrai engouement, ça vous le montrez dans le livre, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés. Comment vous expliquez l'engouement du Qatar pour la France? Parce que la France, certainement, avait des besoins énergétiques, mais pourquoi le Qatar a un tel engouement pour la France? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le pays des droits de l'homme, Paris, la ville des Lumières, tout le savoir-vivre aussi que ça peut véhiculer, enfin, toute cette image-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment de l'indépendance du Qatar, nombre des anciens conseillers de l'émir de l'époque étaient très francophiles. D'ailleurs, quand il a demandé, le petit émirat, son accession à l'ONU, c'est en français qu'il a formulé justement cette démarche-là. Donc, Paris, la France véhicule aussi une certaine image dont ils sont très très friands. Et quand il y a eu la guerre en Irak, vous expliquez que là aussi c'était une façon de se positionner parce que le Qatar en fait fonctionne par rapport à l'Arabie Saoudite. C'était un moyen d'avoir une assise politique, diplomatique dans la région. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que lors de la première guerre du Golfe, donc quand les Américains ont envahi le Koweït, les États du Golfe et surtout le Qatar ont eu très très peur parce que le Qatar n'est pas beaucoup plus grand que le Koweït. Et si demain, l'Arabie Saoudite, en fait, le Qatar est coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est un petit pays face à deux mastodontes. Et donc, quand il y a eu l'invasion de l'Irak par Saddam Hussein, le Qatar s'est dit qu'il n'était pas à l'abri d'un événement similaire. Donc, il devait se protéger. Par la suite, ils vont nouer des liens très étroits avec les Américains qui vont installer une base, la plus grande base opérationnelle dans la région, depuis laquelle d'ailleurs partent les avions dans le cadre des opérations militaires. Donc ce qui leur a donné, si vous voulez, une protection militaire. Mais ça les met en porte-à-faux. Contrebalancer, voilà, c'est ça. Puisque les Américains n'ont pas forcément une image très bonne auprès des peuples. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien
Un lien qui est très important, mais qu'il faut contrebalancer avec l'image d'un pays qui a une diplomatie indépendante, autonome, qui prend position aussi sur l'échiquier international, et la France joue ce rôle-là. Donc il y a eu effectivement un vrai rapprochement au moment de la guerre en Irak en 2003. Alors c'est vrai que quand on pense au Qatar, on pense au sport, au ballon rond, à la Coupe du Monde notamment en 2022, un soutien financier qui s'affiche à Paris, sur les maillots du Paris Saint-Germain. Le club parisien appartient aux Qatariens avec le succès sportif que l'on sait. Voyez ce reportage de Victoria Beau. À 2 pas du premier stade au monde équipé d'un système de climatisation, des ouvriers apportent les touches finales à l'arène Ali bin Ahmad Al Attiyah Arena. Construite en 18 mois, elle accueillera dans quelques semaines les épreuves de championnat du monde de handball masculin. Elle présente elle aussi des fonctionnalités innovantes. Nous essayons de placer toujours la barre très haut en termes d'innovation. Et je suis sûr que n'importe quelle technologie qui sera utilisée après un certain temps au Qatar, peut-être lors du prochain événement, deviendra une norme pour d'autres événements. Nouveau stade, métro, autoroute et même une nouvelle ville en construction au milieu du désert. Selon un rapport publié en 2013 par le cabinet Deloitte, le Qatar aurait prévu de dépenser 200 milliards de dollars pour se préparer à l'accueil de la Coupe du monde de football 2022. Malgré les polémiques sur les conditions de travail des ouvriers sur ces chantiers et la chaleur accablante qui règne l'été, le riche émirat ne cesse de se voir confier l'organisation des grands événements sportifs. Dernier exemple en date, les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Doha en 2019. Le Qatar aurait dépensé 37 millions de dollars pour promouvoir sa candidature. Dans un mix marketing, si je puis dire, de diversification, un portefeuille varié d'investissement d'un pays ou d'une entreprise, il est normal que l'on mette le sport, tout simplement parce que c'est aussi un merveilleux outil de progrès social et de développement économique. Des villes entières se sont transformées grâce au fait d'accueillir des grandes activités ou des grandes manifestations sportives. Le marché généré par l'organisation de ces tournois attire des hommes d'affaires du monde entier. Une délégation de chefs d'entreprise français était à Doha pour un voyage de prospection. C'est une terre extrêmement prometteuse, un pays extrêmement dynamique, avec une capacité d'avoir les moyens de son ambition, de ses ambitions. Nouvelle vitrine de la puissance financière du Qatar, les compétitions sportives fédèrent la société qatari et rendent le pays incontournable sur la scène internationale grâce à ses investissements et sa volonté d'innover. Mais il lui faudra continuer à affronter les accusations de corruption liées au Mondial 2022, le dossier pouvant rebondir à tout moment. Donc Vanessa Ratignier, je vous voyais réagir à ce sujet assez, pas scandalisé mais presque. Disons qu'effectivement, le sport peut être un très bon levier de progrès social. D'ailleurs, Sepp Blatter, si je ne me trompe pas, avant l'ouverture du mondial de foot au Brésil en juin dernier, disait qu'il fallait que la FIFA soit une plateforme pour le progrès et pour le développement. Il n'en demeure pas moins que depuis que le mondial 2022, son organisation a été attribuée au Qatar, très peu de démarches, pour ne pas dire de pression, sont faites sur l'Émirat pour qu'il révolutionne son système. Je tiens juste de rappeler que les organisations de défense des droits humains parlent d'esclavagisme moderne, parlent de traite humaine. 94% de la force de travail au Qatar est réalisée par des émigrants qui vivent dans des conditions totalement scandaleuses. Oui, l'Allemagne justement a appelé ce week-end à lancer un ultimatum au Qatar pour que le pays traite mieux ses ouvriers, qui sont des immigrés. C'est ce qu'on pourrait attendre de pays comme la France. Est-ce que vous regrettez que la France ne lance pas d'appel similaire ? Disons que, vu nos relations privilégiées avec l'Émirat, il serait bon que nous usions de notre influence justement pour promouvoir des valeurs qui nous sont chères. Vous parliez de l'Allemagne. L'émir Tamim Al-Thani s'est rendu à Berlin en visite officielle en septembre dernier. Il a rencontré la chancelière Angela Merkel, qui lui a fait savoir clairement que ce serait bien que le pays fasse évoluer toutes les lois qui concernent justement les travailleurs dans l'Émirat. Et le Qatar a beaucoup d'intérêts financiers en Allemagne. Les investissements qataris en Allemagne sont évalués à 18 milliards de dollars, donc ça n'est pas rien. Angela Merkel a utilisé cette tribune. Il serait bon que nous aussi, nous le fassions, que la FIFA aussi le fasse. Et pourquoi la France ne le fait pas, à votre avis ? Est-ce que les rapports ont changé depuis que François Hollande est venu ? Vous expliquez que droite ou gauche, a priori,
C'est le même engouement pour le Qatar? Il n'y a pas de voix discordante? C'est vrai qu'il y a une situation, une relation très particulière avec le Qatar maintenant. Pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, on était vraiment dans le cadre d'une relation que les diplomates qualifiaient eux-mêmes de lune de miel. Donc c'est très fort, on est sur quelque chose qui était très fusionnel, et à tel point que le Qatar était devenu le pivot de la diplomatie française au Proche et au Moyen-Orient. Depuis l'élection de François Hollande, les alliances diplomatiques françaises ont été redéployées. Paris s'est rapproché de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, des pays du Maghreb. Mais il y a tout de même quelque chose qui résiste, c'est-à-dire qu'on n'entend pas beaucoup la voix de la France sur des grands sujets. Je pense notamment, en plus de la question de l'esclavagisme moderne, sur ces Français qui se retrouvent bloqués au Qatar, qui pour certains y ont été bloqués pendant plusieurs années parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre au chantage que faisaient sur eux leurs sponsors. Donc il est vrai, il y a aussi beaucoup d'enjeux commerciaux, il y a aussi beaucoup d'enjeux militaires. On parle actuellement justement de discussions concernant des Rafales, cet avion de chasse français qui rencontre beaucoup de difficultés à trouver preneur à l'étranger. Donc des discussions qui peut-être pourraient se finaliser pour des montants considérables. Le Qatar investit aussi beaucoup en France. Mais disons qu'à un moment, il faut aussi utiliser cette relation-là pour faire prévaloir certains des principes qui nous sont chers. Alors le Qatar, on l'expliquait, voulait exister, on l'a dit tout à l'heure, politiquement, diplomatiquement dans la région. Est-ce qu'il y est arrivé, grâce à la France notamment? C'est le cas aujourd'hui? Il y a eu, oui, en fait, ce qui est très intéressant avec le Qatar dans sa perspective régionale, c'est que c'est un émirat qui a surgi presque de nulle part pour s'asseoir à la table des grands. C'est-à-dire qu'en utilisant tous les outils de la diplomatie d'influence, et je pense notamment à Al Jazeera, dont on a beaucoup entendu parler au moment des printemps arabes, le Qatar s'est fait connaître et finalement a une existence qui va bien au-delà de ces frontières étriquées. Une influence aussi croissante qui a beaucoup été aidée par l'importance que lui a conférée la France de Nicolas Sarkozy. En fait, tous les dossiers à l'époque passaient par Doha. Maintenant... Mais vous soulevez aussi d'autres questions par rapport au financement. Je pense au financement qatarien possible, éventuel, de groupes islamistes, des djihadistes dans le nord du Mali, de Boko Haram. Est-ce que vous avez eu des réponses précises à ces questions? Est-ce que là, ça ne met pas aussi la diplomatie française en porte-à-faux? Ah si, c'est justement aussi l'une des difficultés de cette relation-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soupçons, puisque le Qatar s'est fait le héros et le sponsor des frères musulmans. Donc il s'est beaucoup impliqué dans les printemps arabes, il s'est beaucoup impliqué en Libye. Et aujourd'hui, on a parlé quand même concernant le Qatar d'un double jeu, d'un comportement qui s'apparenterait plus à celui d'un apprenti sorcier que d'un gentleman avisé. Il y a eu aussi beaucoup de questions qui ont été posées au Mali, en Syrie, enfin dans beaucoup de pays. Et ce qui est très difficile dans des enquêtes comme ça, c'est que d'avoir des réponses aux questions, c'est presque impossible en fait. Beaucoup de Français se sont rendus au Qatar et se rendent encore au Qatar, notamment pour le grand forum annuel sur la démocratie, aussi bien de droite que de gauche, mais rares sont ceux qui vont accepter d'en parler. A fortiori quand on est sur des sujets qui sont très délicats, soit concernant les investissements, soit concernant les problématiques militaires, soit concernant justement tous les soupçons qu'il peut y avoir sur le jeu que mène l'Émirat hors de ses frontières. Et pourtant, vous avez rencontré beaucoup de personnalités, Vanessa Ratignier, pour donc cette enquête, Une France sous influence, écrite avec Pierre Péan, aux éditions Fayard. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Et je précise que le Qatar finance le Paris Saint-Germain, mais n'apparaît pas sur les maillots. Voilà. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous.